Un garçon noir de 8 ans étonne le juge par son intelligence juridique. Tout le jury est choqué. Le palais de justice était inhabituellement silencieux ce matin-là, presque anormalement silencieux, comme un souffle retenu avant l'orage. Les marches de pierre brillaient sous le poids d'un soleil pâle, et le clic sec des obturateurs des appareils photo ponctuait l'air comme un grésillement. Les journalistes se tenaient côte à côte, murmurant dans les micros, le regard rivé à l'entrée comme s'ils attendaient quelque chose de plus qu'un homme en procès, quelque chose de symbolique, quelque chose de sismique. Et puis il apparut. Jeremiah Dunn, un homme noir d'une trentaine d'années, franchit les portes du palais de justice, le dos droit, mais l'âme traînant derrière lui comme un poids. Son costume, modeste et froissé par une nuit passée en cellule, lui collait au corps comme s'il avait peur. Mais ce n'était pas Jeremiah lui-même qui attirait tous les regards, c'était le petit garçon à ses côtés, son fils de 8 ans, Malik, vêtu d'une chemise boutonnée trop grande et d'un pantalon sombre qui lui serrait les chevilles. Malik serrait fermement la main de son père, ses doigts tremblants presque, mais son visage était dénué de toute peur. Il observait la salle d'audience, non pas comme un enfant effrayé, mais comme s'il y avait sa place, comme s'il avait déjà pris la mesure de ce lieu et décidé qu'il ne le définirait pas. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde de l'attente du spectacle. La salle affichait l'architecture de la justice d'antan, des bancs en acajou poli d'un éclat aveuglant, le sceau de l'État planant au-dessus du banc du juge comme un jugement rendu avant même qu'un mot ne soit prononcé. Des murmures voltigeaient dans la galerie comme des papillons de nuit. Jeremiah Dunn, autrefois salué comme une étoile montante du militantisme juridique, un homme qui avait consacré sa vie d'adulte à dénoncer les erreurs judiciaires par le biais de son association, Proof of Truth, se tenait maintenant à la table des accusés, inculpé d'entrave à la justice, de rébellion et d'agression sur un agent fédéral. Pour ceux qui ne connaissaient pas son œuvre, cela ressemblait à l'inévitable effondrement d'un idéaliste. Mais pour ceux qui savaient mieux que moi, ce procès n'était pas une justice. C'était une vengeance. 2 semaines avant son arrestation, Jeremiah avait découvert une cache de dossiers classifiés enfouis au plus profond d'un serveur, ayant appartenu à un greffier de district à la retraite. Ces dossiers faisaient partie d'une affaire de corruption vieille de plusieurs décennies, dans le comté de Jackson, scellée, oubliée et destinée à ne jamais être révélée au grand jour. Il détaillait des preuves falsifiées, des aveux extorqués et des fautes judiciaires d'une ampleur que Jeremiah avait seulement craint. Mais pire que le contenu, il y avait les signatures. Le juge Bernard Laramie, le juge Rhys Donnelly, le sénateur Grant Ellison et le commissaire de police à la retraite Donald Wexler. Des hommes toujours au pouvoir. Des hommes qui avaient bâti des empires sur le silence et des vérités cachées. Dès que Jeremiah a ouvert ses dossiers, il a signé son propre acte d'accusation. Son domicile a été perquisitionné 4 jours plus tard, sous couvert d'enquête fédérale. Des agents ont fait irruption juste avant le lever du soleil, armes au poing, voix haute. Malik dormait sur le canapé, serrant encore la BD qu'il avait lue en s'endormant. Jeremiah n'opposa aucune résistance. Il ne parla pas. Il leva simplement les mains, sachant comment finissaient généralement les histoires comme la sienne. Mais cela ne les empêcha pas de le jeter au sol, le genou enfoncé dans la nuque, les cris de son fils résonnant dans ses oreilles. Ils posèrent une clé USB sur son bureau, remplie de journaux de communication trafiqués suggérant qu'il avait falsifié des preuves fédérales. Ils prirent son téléphone, son disque dur, sa paix. Et puis ils l'emmenèrent. Maintenant, dans la salle d'audience, Jeremiah était assis en silence à côté du seul homme qui ne l'avait pas abandonné, Leon Baxter. L'avocate de la défense, une jeune femme de la Legal Aid Society, s'était déclarée malade comme par hasard. À sa place se tenait Léon, un noir buriné d'une 60aine d'années, vêtu d'un vieux costume gris et de chaussures de cuir usées. Il n'avait pas besoin d'être là. Il n'avait pas mis les pieds dans un tribunal depuis près de 10 ans,
depuis sa retraite après une carrière légendaire de défenseur des droits civiques dans le Sud profond. Mais lorsqu'il lut le nom de Jeremiah dans le journal, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple affaire, mais de l'histoire qui tentait de se répéter. Léon avait été le mentor de Jeremiah à l'adolescence, percevant le potentiel de sa manière calme et provocatrice de tout remettre en question. Et maintenant, ce même garçon se retrouvait face à un système qui n'avait aucune intention de révéler la vérité. Le procureur Carlton Wexley arpentait la salle d'audience comme un homme qui passe une audition pour la télévision, chaque mot étant teinté de dramatisme. Il était connu pour son palmarès, un homme qui souriait devant les caméras et cachait des couteaux dans son dos. Dans ses déclarations liminaires, il a dépeint Jeremiah comme un radical dangereux, un ennemi de l'État se faisant passer pour un avocat. Il a cité l'implication de Jeremiah auprès d'hommes incarcérés, des criminels condamnés, a-t-il rappelé au jury, comme preuve de son sens moral dévoyé. Il a raconté l'histoire d'un homme rongé par l'autosatisfaction, qui aurait attaqué un agent fédéral par paranoïa et rage. Ce qu'il a omis de mentionner, c'est que le soi-disant agent était l'un des principaux responsables d'une unité spéciale, aujourd'hui dissoute, précédemment sous le coup d'une enquête pour usage excessif de la force et violation des droits civiques. La salle d'audience est devenue une scène, et Wexley a joué son rôle avec brio. Les témoins étaient, comme par hasard, indisponibles. Les témoignages des policiers qui ont procédé à l'arrestation étaient répétés et creux, chaque déclaration se terminant par « à ma connaissance ». Les images de surveillance de la rue où Jeremiah a été arrêté, corrompues, la caméra piéton portée par l'agent, défectueuse, les rapports médicaux, incomplets, tout indiquait non pas une incompétence, mais une orchestration. Pourtant, le juge a tout autorisé. Les objections de Léon ont été accueillies par des avertissements impartiaux. Les demandes de non-lieu ont été rejetées sans délibération. Chaque étape du procès lui donnait l'impression de parcourir un chemin déjà pavé de culpabilité. Pourtant, pendant tout ce temps, Jeremiah est resté immobile. Il observait les jurés, le juge, son fils, comme s'il les avait tous mémorisés. Il ne se faisait aucune illusion sur l'équité. Mais il comprenait aussi que les systèmes, aussi solides soient-ils, avaient des points faibles, des failles discrètes, où la vérité pouvait percer comme une fissure dans le béton. L'une de ces fissures était Malik. Tout au long de l'audience, Malik resta assis en silence, griffonnant dans un petit carnet, le regard passant d'un interlocuteur à l'autre. Il ne se contentait pas d'observer, il suivait. Et même si personne ne le remarqua au début, son attitude commença à perturber certains habitués du tribunal. L'huissier qui s'était moqué de lui plus tôt évita désormais son regard. Même Wexley, en plein contre-interrogatoire d'un témoin, marqua une pause en voyant le garçon l'observer, la plume en main comme s'il se préparait à une réplique. La fin de la journée approchait lorsque le juge commença à suspendre l'audience. La salle d'audience bourdonnait doucement. Les chaises grinçaient, les papiers se déplaçaient. La requête était de routine. Une nouvelle étape dans la lente marche vers une condamnation inévitable. Mais Malik leva la main. Au début, personne ne réagit. Un enfant qui lève la main au tribunal? Une bizarrerie, rien de plus. Mais il se leva, sa voix suffisamment claire pour trancher le brouhaha. Il demanda pourquoi, si son père avait vraiment agressé un agent fédéral, aucune blessure n'était consignée dans le dossier médical. Il dit l'avoir lu. Il se souvenait de la nuit. Il se souvenait des cris, des jurés et du plaquage de son père au sol, sans jamais le voir riposter. Et il se souvenait d'avoir vu l'agent s'éloigner sans une égratignure. La salle se tut. Les jurés se retournèrent. Le sténographe s'arrêta de taper. Même le juge Winton, un homme qui acceptait rarement les interruptions, parut sincèrement abasourdi. L'espace d'un instant, la salle d'audience ne fut plus seulement une salle d'audience. C'était une scène troublée par la vérité. Une petite vérité peut-être, mais une vérité quand même. Le juge reprit son calme et balaya la déclaration d'un revers de main, prétextant que ce n'était pas le moment. Mais le mal était fait, le charme était rompu. Et même si le tribunal devait reprendre ses travaux le lendemain,
avec ses rituels habituels, quelque chose avait changé. La version de l'accusation, autrefois inattaquable, fuyait désormais. Une fuite sous la forme d'un garçon de 8 ans qui se souvenait de tout. Ce que personne ne savait encore, c'est que Malik avait encore beaucoup à dire, beaucoup plus, et que, dans les jours à venir, le garçon qui marchait aux côtés de son père à travers le feu deviendrait l'étincelle qui pourrait bien réduire en cendres les murs construits pour maintenir le silence des hommes comme Jérémie. 2 semaines plus tôt, Jeremiah Dunn avait découvert leur univers soigneusement construit. En enquêtant sur une condamnation injustifiée, il avait accédé à un serveur oublié, associé au bureau d'un greffier de district aujourd'hui à la retraite. Les fichiers cryptés contenaient de faux témoignages, des ordonnances judiciaires scellées et des transcriptions réécrites après coup, tous signés par Laramie, un autre juge fédéral en exercice, le sénateur Ellison et le commissaire Wexler. Que ce soit par culpabilité ou paranoïa, Jeremiah avait partagé bénévolement des extraits de ses dossiers avec des enquêteurs respectés, suscitant ainsi l'intérêt pour l'exonération de Calvin Rhodes. L'affaire Rhodes prenait de l'ampleur, menaçant de révéler bien plus que de simples erreurs passées. Elle était sur le point de démanteler un système fondé sur la corruption et le contournement des règles. Le sénateur Ellison referma le dossier d'un bruit sourd, se rappelant l'urgence dans la voix de Jeremiah avant la fuite. Cette urgence devait être réduite au silence, maintenant. Wexler, fort de plusieurs décennies d'expérience en intimidation secrète, recommanda de réduire au silence non seulement Jeremiah, mais aussi tous ceux qui lui étaient liés. Laramie se retourna nerveusement. Une révélation risquait de ternir son héritage, sa réputation bâtie sur des décisions prises pour une plus grande sécurité. Kane acquiesça, son air confiant vacillant sous le poids de la pression politique. Ils élaborèrent le plan. Discréditer Jeremiah, dissoudre son association à but non lucratif et veiller à ce que le procès imminent de Calvin Rhodes reste enterré. L'exécution suivit rapidement. En quelques heures, des agents fédéraux firent irruption dans les bureaux de Jeremiah, confisquant des documents, saisissant des biens et gelant les comptes de Proof of Truth. Les enquêteurs travaillant avec Jeremiah furent pris pour cible. L'un d'eux fut audité jusqu'à la faillite de son association. Un autre risqua l'expulsion sous des accusations douteuses. Un autre encore survécut de justesse à un accident de voiture suspect tard dans la nuit. Chaque incident amplifia la confusion, décourageant toute collaboration ultérieure. Pendant ce temps, ils organisèrent discrètement le procès de Jeremiah sous la présidence du juge Harold Winton, un homme habitué à prendre parti pour le ministère public et les agences gouvernementales. Le dispositif était conforme aux règles, sur papier. De retour dans la salle d'audience, la tension était palpable, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à l'impact de la confrontation entre la vérité et la tromperie. Leon Baxter reconnut les signes, des dossiers apparemment manquants, un calendrier anormalement accéléré, et rejeta rapidement les requêtes. Mais rien ne l'alarmait plus que la pièce à conviction de l'accusation. Une vidéo tremblante, floue et défectueuse, montrant Jeremiah se jetant sur un agent fédéral. Elle était horodatée 2 heures avant l'arrestation. Une impossibilité. Et pourtant, Wexler la citait avec assurance, comme si c'était parole d'évangile. Malik, toujours attentif derrière eux, observait le flou granuleux de l'écran, comme s'il recelait des secrets plus profonds. Il remarqua l'ombre en arrière-plan, l'angle trop élevé, l'horodatage qui clignotait entre 14h32 et 18h07. Il reconnut la voix de l'agent, étouffée mais familière, et se souvint que son père ne l'avait jamais touché. Un instinct d'enfant, ou quelque chose de plus aiguisé, avait déjoué la défense de l'accusation. À la fin du 2e jour, Wexler termina son interrogatoire et demanda la suspension de l'audience. Le juge acquiesça et l'huissier commença à rassembler les documents. Dans ce silence, Malik s'approcha de Léon Baxter, ses pas légers sur le parquet ciré. Il se pencha et, à voix basse, lui demanda s'il pouvait dire quelque chose demain, ajoutant qu'il se souvenait de tout. Léon s'agenouilla pour écouter, conscient de l'importance de ses paroles.
Il dit à Malik que le tribunal l'écoutait désormais, que la vérité avait sa place, même si elle devait venir d'un enfant de 8 ans. Et puis c'est arrivé. Le lendemain matin, la galerie était pleine, une anticipation électrique dans l'air, si intense qu'on la goûtait. Les jurés étaient assis, figés, les journalistes alignés au dernier rang, caméras prêtes, et le personnel du tribunal s'avançait avec une précision éprouvée. La rumeur s'était répandue dans la nuit que le garçon pourrait parler, et l'agitation extérieure s'était propagée à l'intérieur. Le juge Harold Winton prit place, le coup de marteau résonnant contre les murs construits pour la bienséance, et non pour perturber le public. Son expression devint sévère, voire méfiante, tandis qu'il baissait les yeux vers Léon Baxter et reportait son regard sur le procureur. Il contesta la présence du jeune Malik Dunn, insistant sur le fait que l'enfant ne figurait pas sur la liste des témoins et qu'aucune disposition n'existe. Léon se leva, la posture maîtrisée et le ton inébranlable. Il rappela au juge que l'argument fondamental de la défense résidait dans le démantèlement des preuves non vérifiées introduites au procès, la prétendue vidéo que l'accusation avait présentée sans authentification. Malik, affirma Léon, possédait une connaissance directe des événements en question et avait le droit de parler. La salle d'audience retint son souffle. Après un long silence mesuré et un regard sur la curiosité déconfite du jury, Winton donna son accord réticent. Le silence qui suivit sembla s'étirer avant que l'enfant ne puisse se lever, mais il se leva. Malik s'avança, les jambes pendantes à la barre des témoins, comme s'il sortait d'une cour de récréation plutôt que d'une salle d'audience. Il fixa le jury du regard, la voix posée, portant le poids d'une chose bien plus ancienne que son âge. Il commença par admettre qu'il n'avait pas peur, qu'il pensait que le jury devait savoir ce qui s'était réellement passé. Ce qui se déroulait dans les 20 minutes suivantes allait complètement briser le récit de l'accusation. Commençons par la chronologie. Malik retraça la séquence exacte des arrestations, évoquant des traces de pas boueuses, l'angle d'une lampe de poche et le fait que son père ne se soit jamais précipité. Il récita le dialogue échangé ce soir-là avec autant de naturel que s'il racontait une histoire avant de dormir, d'un ton doux et pourtant précis. Il souligna que l'horodatage du reflet vidéo était décalé de près de 4 heures et décrivit comment la lueur de sa lampe de chevet avait éclairé des détails invisibles sur les images. Puis vint le moment qui provoqua un choc glacial. Il cita l'article du 4e amendement que Catherine Dunn lui avait récité au dîner pour lui expliquer les droits et la vie privée. Il appela le juge Winton et le jury par leur nom, leur rappelant que la Constitution interdisait toute entrée sans mandat, quelle que soit l'urgence invoquée. Puis, Malik fouilla dans sa poche et en sortit une petite clé USB, dont le boîtier était usé, transporté par un camion de pompiers miniature qu'il avait gardé depuis l'heure du coucher. Il expliqua qu'elle se trouvait sous son lit, le lieu secret où son père lui avait appris à sauvegarder ses fichiers. Il l'attendit et déclara que son père lui avait toujours dit que la vérité avait besoin d'être confirmée. Un silence pesant emplit la salle, plus profond que tout ce qui avait pu se passer auparavant. Le juge se leva brusquement et demanda une suspension d'audience. Des papiers bruissaient, les journalistes prenaient des photos, l'huissier s'avança pour guider tout le monde vers la sortie. Mais l'accusation était figée, le visage de Carlton Wexley était pâle, le regard presque vitreux. Il avait misé sur des preuves trop fragiles juridiquement pour résister à un examen approfondi, et la salle d'audience le reconnaissait désormais. Dans les heures qui suivirent, Baxter agit rapidement. La clé USB fut remise au greffier pour mise en favori immédiate et documentation de la chaîne de possession. L'accusation et la défense prirent place à la barre, leur bataille étant loin d'être terminée. Wexley exigea le rejet du témoignage de Malik. Winton résista, ordonnant aux deux parties d'attendre la fin de la suspension d'audience. Pendant ce temps, à l'extérieur, les visiteurs de la galerie murmuraient des failles dans la justice. À la reprise des audiences, la clé USB fut admise. La vidéo qu'il contenait était diffusée sur l'écran du tribunal, d'une netteté irréprochable.
On y voyait Jeremiah Dunn immobile tandis que les agents le tirèrent du perron de sa maison. Il n'avait jamais levé la main, il n'avait jamais résisté. On entendait un agent fédéral dire dans un micro-radio que son équipe signalerait que Jeremiah s'était jeté sur eux, qualifiant l'incident de « toucher net », ce qui contredisait totalement les images. La salle était sous le choc. Les jurés échangèrent des regards. Le juge inspira et expira lentement avant d'insister pour qu'il continue. À travers les murs de la salle d'audience, la panique s'est emparée du pouvoir. Le sénateur Grant Ellison a contacté secrètement le juge Winton, l'exhortant à agir immédiatement pour faire supprimer la vidéo. Une session d'urgence a été convoquée, à huis clos, au Capitole de l'État. Le commissaire Wexler, à la retraite, et le procureur fédéral Kane ont fait pression pour que la vidéo soit déclarée irrecevable pour des raisons techniques, invoquant des problèmes de chaîne de responsabilité. Mais le mal était fait. Les jurés prêts à condamner ont senti leur verdict s'effondrer. Dehors, étudiants, groupes religieux et militants s'étaient rassemblés, scandant des slogans, brandissant des pancartes sur lesquelles figurait le camion de pompiers miniature de Malik et les mots « La vérité a besoin de renfort ». Des journalistes ont diffusé en direct la nomination de la vidéo, chaque séquence diffusée au-delà de la ville, relayée par les réseaux sociaux et des journalistes indépendants. Même les stagiaires et les greffiers du tribunal ont sorti téléphones et appareils photos de leur poche et ont appuyé sur « Enregistrer ». La vidéo est devenue virale, devenant quelque chose de brut et de réel, la justice s'effondrant en temps réel. Dans les enceintes du pouvoir, les esprits s'échauffaient et les alliances se brisaient. À l'intérieur de la salle d'audience, la dynamique se préparait à des conséquences inimaginables. En 24 heures, le palais de justice s'était transformé, passant d'un lieu de procédure routinière à l'épicentre d'un jugement national. L'air matinal était chargé d'agitation. Des agents fédéraux, dépêchés sous prétexte de sécuriser des documents sensibles, tentèrent de pénétrer dans le bâtiment pour confisquer la clé USB et tous les documents associés. Mais ils furent arrêtés, physiquement et symboliquement, par un mur de manifestants rassemblés par milliers. Bras dessus, bras dessous, ils bloquaient tout passage, leurs chants s'élevant par vagues qui secouaient les bureaux gouvernementaux environnants. Certains brandissèrent des pancartes à l'effigie du jeune homme, d'autres agitaient des banderoles portant une nouvelle phrase qui avait déjà fait son chemin dans tout le pays. La vérité a besoin de renfort. Elle était gravée sur du carton, imprimée sur des t-shirts et peinte en touches vives sur des fresques murales qui avaient commencé à apparaître dans les rues avoisinantes pendant la nuit. À l'intérieur du palais de justice, le ton avait changé. Le juge Harold Winton, qui, quelques jours auparavant, avait rejeté les requêtes d'un simple mouvement du poignet, se penchait en avant sur son siège, les lèvres pincées, son marteau tenu comme une béquille. Le pays entier observait. Des caméras alignées le long des murs du fond capturaient chaque clignement d'œil, chaque agitation nerveuse. Jeremiah Dunn était assis tranquillement à la table de la défense, les poignets désormais libres, mais le poids émotionnel pesait toujours sur sa posture. Son fils, Malik, était assis à ses côtés, une force tranquille dans sa petite silhouette, le regard fixe. L'espace d'un instant, on eut l'impression que la justice allait enfin triompher. Mais le vent tourna. Cet après-midi, la rumeur se répandit que le juge Winton avait été excusé du procès, officiellement pour stress médical et conflit d'intérêts. À sa place, le juge Raymond Kastner, un homme dont le nom était à peine connu du public, mais qui avait alerté tous ceux qui comprenaient les manœuvres du pouvoir en coulisses. L'histoire de Kastner fut discrète, mais politiquement liée. Ses liens avec le sénateur Ellison étaient enfouis dans d'obscurs dons de campagne et des panels judiciaires scellés, mais Léon Baxter connaissait le schéma. Le 4e jour, Kastner a pris place à la barre avec une expression gravée dans la pierre. Sa voix manquait de la patience judiciaire habituelle lorsqu'il a déclaré irrecevables les preuves vidéo clés de la défense. La raison, une chaîne de possession non autorisée. La clé USB, a-t-il affirmé,
n'avait pas suivi les voies légales appropriées et ne pouvait donc pas être considéré comme fiable. Il a rendu sa décision avec une distance chirurgicale, comme s'il retirait une tumeur qui ne lui intéressait pas émotionnellement. Mais la salle d'audience a explosé. Des halètements et des cris ont résonné dans la galerie, tandis qu'à l'extérieur, le rugissement des protestations redoublait. Des mégaphones ont retenti. La police a formé des lignes, un chant a éclaté, furieux et guttural. À l'intérieur, l'équipe de défense se tenait immobile, stupéfaite et muette. La main de Malik serrait celle de son père plus fort qu'auparavant, son petit visage indéchiffrable, les lèvres pincées. Léon Baxter pâlit. Il commença à parler, à argumenter, à faire appel. Mais le juge le frappa de jargon procédurier avant qu'il ait pu terminer. Kastner ordonna l'ajournement jusqu'à nouvel ordre, ignorant la fureur qui grondait au-delà des murs du palais de justice. Cette nuit-là, alors que l'espoir commençait à s'amenuiser, une nouvelle éclata qui fit froid dans le dos de tous les défenseurs de l'affaire. Léon Baxter avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Une crise cardiaque. Officiellement, elle était qualifiée de due au stress. Mais officieusement, les rumeurs avaient déjà commencé. Certains disaient qu'il avait été empoisonné, d'autres soupçonnaient qu'il avait été suivi. Même l'équipe médicale de l'hôpital rapporta une activité étrange. Des visiteurs tentant d'accéder à sa chambre sans autorisation, un badge de sécurité manquant au poste d'infirmière. Le lendemain matin, le silence régnait dans la salle d'audience d'une façon troublante. Les manifestants restèrent dehors, provocateurs mais épuisés. L'air portait le poids de la défaite. Mais soudain, sans prévenir, les portes du tribunal s'ouvrirent et une silhouette inattendue entra. Miles Reed. Il avançait avec détermination, suivi de près par les journalistes, les microphones tendus comme des lames. Greffier fédéral porté disparu depuis des mois, Reed avait disparu juste avant la première audience. Des rumeurs circulaient. Certains pensaient qu'il avait fui le pays, d'autres chuchotaient qu'il avait été soumis à une ordonnance de non-publication, voire pire. Mais il se tenait maintenant sur le seuil, le regard clair, un porte-document à la main. Il s'approcha du tribunal non pas comme un fugitif, mais comme un homme qui tenait le fil conducteur d'un complot. Il parla d'un ton qui trancha la tension. Il était entré dans la clandestinité, expliqua-t-il, pour se protéger et protéger sa famille. Les menaces avaient commencé modestement. Des messages anonymes, des silhouettes étranges devant son appartement, mais s'étaient rapidement intensifiées lorsqu'il était devenu évident qu'il avait accédé à des données protégées. Il transportait désormais l'intégralité des dossiers judiciaires originaux, notes internes du ministère de la Justice, échanges de courriels entre l'accusation et de hauts fonctionnaires. Chaque page, chaque détail, indiquait une vaste opération visant à réduire au silence, discréditer et effacer ceux qui représentaient une menace pour une hiérarchie tacite. Les preuves reliaient directement le juge Winton, le procureur Wexley et le sénateur Ellison à une décennie de manipulation judiciaire et de répression politique. Il ne s'agissait plus seulement de Jeremiah Dunn. Cela ne l'avait jamais été. La salle d'audience s'est à nouveau embrasée, mais cette fois non pas dans le chaos, mais dans la clarté. Le ministère de la Justice ne pouvait plus ignorer les implications. En quelques heures, une commission d'enquête indépendante a été constituée. Kastner, pris de court et dépassé, s'est récusé avant le coucher du soleil. Des mandats d'arrêt ont été émis discrètement, à commencer par Wexley. Le juge Winton a été placé sous surveillance fédérale. Le sénateur Ellison a disparu de la scène publique. À la fin de la semaine, l'affaire a été rouverte en urgence. La vidéo, désormais étayée par les registres de la chaîne de possession et les empreintes digitales de Reed, fut pleinement admise. Sous la pression croissante de toutes parts, médias, publics, justice, les charges contre Jeremiah furent abandonnées. Il était libre. Devant le tribunal, l'atmosphère crépitait d'énergie. Une foule s'était à nouveau rassemblée, plus nombreuse que jamais. Certains tenèrent des bougies, d'autres des pancartes. Tous attendaient le moment qu'ils savaient venir. Jeremiah sortit le premier,
scrutant du regard la marée de visages. Il paraissait buriné, mais intact. Malik apparut à ses côtés, serrant la main de son père, clignant des yeux sous le soleil. Des journalistes se précipitèrent, et l'un d'eux posa la question que tout le monde se posait, mais que peu osaient exprimer à voix haute. Que voulait faire Malik plus tard? Le garçon marqua une pause, se mordillant l'intérieur de la joue. Pour la première fois depuis des jours, il parut incertain, non pas par peur, mais par la gravité de ce qu'il allait dire. Puis il releva la tête d'une voix douce mais ferme. Il ne voulait être ni avocat ni juge, dit-il. Il voulait s'assurer que ceux qui mentaient au tribunal ne portent jamais la toge. Un silence s'installa. Même les journalistes retinrent leur souffle. Puis un applaudissement retentit, celui d'un homme en fauteuil roulant à l'avant de la foule. Il résonna sur la place comme le coup de départ. Les applaudissements s'ensuivirent, s'élevant par